Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a signé le 14 décembre 2020 un décret portant création de la Société nationale des mines, la SONAMINE. Cette société a pour mission de développer et de promouvoir le secteur minier au Cameroun. Le texte présidentiel indique que la SONAMINE est une société à capital public ayant l'État comme actionnaire unique. Le décret précise aussi que l'actionnariat de la SONAMINE peut être ouvert à d'autres entités publiques ou privées. Mais comment la révolution du secteur minier peut-elle porter le Cameroun à son émergence? Quelle est la vision du président Paul Biya en créant une société des mines? Suivons maintenant le décryptage de ces interrogations par le président Bandakani et le docteur Bertrand Tatsinda qui sont sur le plateau. Suivons. Nous allons donc maintenant évoquer les enjeux de la création de la SOCAMINE. Je suis toujours là. Peut-être que vous avez une petite précision que vous voulez ajouter sur le sujet précédent. Mais moi, j'aimerais vous poser la question. La semaine dernière, donc, le président de la République a pris un décret qui crée donc la Société camerounaise des mines. Une entité qui devrait donc maintenant pouvoir gérer peut-être l'attribution, mais de façon générale gérer donc les mines du Cameroun en dehors du pétrole et du gaz qui relève directement donc de la SONARA. Et je sais que dans votre parti, le nouveau mouvement populaire, vous avez longtemps fait le lobbying, le plaidoyer justement pour que on en arrive là. Et qu'est-ce que ça change, l'avènement de la SOCAMINE, de façon concrète? Laissez-moi déjà saluer mon frère Luther Meka et expliquer rapidement que Luc Michel, je l'ai bien compris. Là maintenant, il a bien, comment je vais dire, exprimé sa pensée. Sauf que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, une phrase juste, nous amène à questionner effectivement sur le réel fondé même. S'il faut continuer la mondialisation. Parce que vous avez des gens qui sont contre la mondialisation. Les États, comment je vais dire, ne peuvent pas vivre en autarcie. Mais les États ne peuvent pas coopérer à n'importe quel prix et par tous les prix et n'importe comment. Donc, cette mondialisation-là, il faut la questionner. Je vais aller plus loin. C'est-à-dire que l'organe chargé de réguler et d'arbitrer les règles au sein de la mondialisation, l'ONU. Mais on continue avec cette ONU-là. Mais il faut arrêter ça. Parce que aujourd'hui, explique le nationalisme, même en Europe. Je dis, il faut arrêter ça. Pourquoi? Parce que l'ONU a un parti pris. L'ONU, en quelque sorte, s'est mis du côté de ceux qui ont créé cette situation en Côte d'Ivoire. L'ONU y a participé, même sur le plan militaire. Même sur le plan militaire. C'est-à-dire que les soldats de l'ONU, les casques bleus, vont prendre fait et cause pour une rébellion et aller en guerre aux côtés de la rébellion. Donc, à partir de là, on doit se poser un certain nombre de questions. C'est-à-dire que de savoir que cette mondialisation-ci, non, il faut arrêter. Autrement dit, moi, je suis partisan de la Troisième Guerre mondiale. Une Troisième Guerre mondiale peut amener plus de justice dans le monde. Je vous rappelle qu'après la Première Guerre mondiale, crise économique, montée des nationalistes, problème partout. Deuxième guerre mondiale qui a créé une pseudo-stabilisation et la course aux armements qui ont permis aux États puissants de s'équilibrer. Mais pourquoi il ne pourrait pas avoir une troisième guerre mondiale qui réaffirme la grandeur du panafricanisme et la libération de l'Afrique? Si ça doit passer par là, surtout avec cette ONU et ces comportements-ci, ou un repris de justice, voyou, il a, comment je vais dire que les résultats, comment je vais dire, de sa crapulerie sera donné le 1er mars 2021, M. Nicolas Sarkozy. Mais il se balade, il réussit à sortir de son pays. Ben, on se pose donc des véritables questions par rapport à ça. Ça enchaîne sur votre question. Mais, pratiquement depuis 1985, on est dans le programme de Fonds monétaire international. On ne va pas m'expliquer que toute une vie avec le Fonds monétaire international. Donc, ça, c'est truc. Mais la création de la mine, c'est clair. C'est que la SONAMINE, c'est le gendarme des mines du Cameroun. Le patrimoine minier du Cameroun appartient aux Camerounais. Mieux on le comprend comment? Ça veut dire qu'avec une institution militaire, l'institution qui appuie la sécurisation de ça, c'est l'armée. Toutes les mines du Cameroun appartiennent aujourd'hui au Cameroun. C'était dans une histoire d'un organisme relativement flou, dont on ne savait pas si c'était un organisme parapublic, avec quelle tutelle. Je n'ai jamais su véritablement si la tutelle était le ministère des Mines, le premier ministère ou la présidence de la République. Le président de la République vient de mettre les choses au clair. C'est-à-dire que même les creuseurs d'or d'Union et Québec, ils devront s'arrêter le plus rapidement possible. C'est-à-dire, il n'est pas question que quelqu'un aille derrière sa cuisine expliquer que vraiment, c'est la terre de mes ancêtres, je creuse seulement 2 grammes d'or. Non, c'est un patrimoine. Non, les magouilles avaient les administrateurs, les sous-préfets, les sous-préfets. Deuxième des choses, c'est que moi, les Camerounais, pour s'approprier cette histoire-là, peuvent aussi avoir une autre réflexion.
à chaque famille son ingénieur des mines. C'est comme ça qu'on s'approprie de ça. Pourquoi? Parce que le président de la République, les gens viennent voir comment je vais dire plus ou moins la fin du processus. Il va faire éclater l'École nationale supérieure polytechnique. Il va créer l'École nationale supérieure polytechnique chargée des métiers des mines. C'est à l'extrême nord, c'est à Maroua. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Cameroun est devenu potentiellement une industrie à produire des ingénieurs de mines. C'est comme ça qu'on s'approprie de son secteur minier. Vous ne pouvez pas tout simplement dire que mon secteur minier appartient à l'État et vous vous arrêtez là. Et quand vous voulez véritablement faire une prospection minière, une exploration minière, et même signer des contrats miniers, vous faites appel à ce qu'on appelle des cabinets. Mais les Nicolas Sarkozy ont intérêt dans ce genre de cabinet quand ces cabinets viennent chez vous. Donc vous êtes obligé d'avoir des enfants qui vous expliquent qu'en termes d'exploration minière aujourd'hui, qui vous dit que la prochaine décision ne sera pas que ce sont des entreprises camerounaises, avec le personnel camerounais, qui seront chargés exclusivement de faire dans l'exploration. Ça ne vous empêche pas de signer des contrats avec des firmes étrangères. C'est-à-dire que quand vous décidez de faire l'exploration, vous, ou bien d'être associé à l'exploration, c'est-à-dire que de dire que vous arrivez au Cameroun, vous voulez faire de l'exploration minière, il vous faut avoir 30%, 40% d'ingénieurs camerounais, vu qu'aujourd'hui on en produit. Voilà une deuxième réflexion. La troisième chose qu'il faut dire dans cette histoire-là, c'est que ça redéfinit nos rapports avec la France. Il faut prononcer le nom de ce pays. Ça redéfinit nos rapports avec la France et avec un certain nombre de pays. Et on voit pourquoi, véritablement, il se pose un autre problème, c'est-à-dire un problème, c'est potentiel de nouvelles insécurités en RCA. Il faut faire très attention. Un conseiller politique de Mobutu explique qu'ils sont à Genève. Mobutu est chez son dentiste. On explique à Mobutu que des gens sont recrutés en Tanzanie par Kagame et Museveni. Il faut donner les noms. Et que l'objectif est d'appuyer Kagame. Mais, sauf qu'il a des retours d'informations qui lui expliquent aussi que il voudrait entrer en RDC. Et Mobutu éclate de rire. Donc, moi, je suis relativement clair. J'anticipe sur le troisième sujet. D'expliquer que ce n'est pas l'Allemagne qui a déclaré la guerre à la France lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est la France et l'Angleterre. Sachant qu'ils n'ont pas de capacités économiques et militaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu, lors des conquêtes de Hitler, qu'en fait, Hitler voulait occuper Paris et Londres. Mais Hitler a décidé de contourner par la Yougoslavie, la Hongrie, la Rhénanie et passer par la Pologne. Et eux, ils vont se dire que nous mettrons la ligne rouge à Varsovie. Ça veut dire que le jour où le Troisième Reich entre à Varsovie, eh bien, nous, on rentre en guerre. Et c'est ce que le Cameroun devrait faire. Parce que toute l'instabilité, véritablement en RCA, c'est Yaoundé qu'on vise. Donc il faudrait que le Cameroun, véritablement, dans une relation claire, directe, une discussion franche. Le Cameroun, c'est le pays le plus solide de la CEAC. Je dis de la CEAC, je ne dis pas la CEMAC. C'est le pays le plus solide de la CEAC. Disent aux rebelles et à M. Le Drian, la ligne rouge risque d'être à Bria. Ça veut dire que si les rebelles entrent à Bria, le Cameroun rentre en guerre. Moi, je le dis avec mes mots. Je ne suis pas chef d'État. Monsieur Mekaki, enseignant, aura un discours peut-être plus policé. Des diplomates. Mais rien n'empêche la diplomatie de fonctionner pendant que les militaires font leur travail. Ils ne fonctionnent pas tant, ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils n'ont pas généralement, comment je vais dire, que les mêmes champs d'activité. Mais pour tout simplement conclure que, avec cette histoire de la tsunami, plus aucun Camerounais ne pourra dire que le président Biya a bradé le patrimoine minier. Et c'est en ça que je pousse la réflexion en disant qu'il faut étudier ces choses-là aussi comme un patriarche, véritablement, qui est déjà en train, comment je vais dire que, de dire à son peuple, je vous laisse un héritage. C'est pour ça qu'à côté de ces discours-là, il y a des discours du président d'expliquer qu'il ne faut pas de corruption. Il y a des discours du président qui rappellent au patriotisme. Il y a des discours du président, au-delà de nous doter d'une institution militaire, rappellent véritablement le professionnalisme dans lequel les militaires sont. Ce sont les discours, souvent, d'un patriarche qui est en train de dire au revoir. Aux Camerounais, véritablement, de s'approprier cette histoire et de dire qu'au prix de rien du tout, ces mines ne seront bradées. Avis au potentiel successeur. Merci à vous. André Luther Meka, le Cameroun est souvent présenté comme, notamment la gestion du président Biya, comme celui qui préserve les richesses minières du pays pour les générations futures. Est-ce qu'on peut dire qu'avec la création de la Socamine, le président vient de lancer l'exploitation des sous-sols et des mines, l'exploitation des mines camerounaises? Je voudrais d'abord signifier que progressivement, au fur et à mesure que nous avançons, les Camerounais comprendront que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, est un nationaliste.
un indépendantiste. D'abord, je voudrais même vous dire que dans les textes du RDPC à l'article 2, il est précisé clairement que le RDPC promeut l'indépendance nationale. Ça veut dire que le chef de l'État est droit dans ses bottes. Et je voudrais vous signifier que pour avoir discuté avec les miniers, avec des personnes qui sont dans les secrets des ressources, nous sommes un pays qui est un scandale géologique. Absolument. Dans toutes les régions, il y a toujours une ressource. Que ce soit dans le sud Cameroun, que ce soit dans le nord-ouest, même dans le sud-ouest, que ce soit dans le Grand Nord. La Damawa, il y a des ressources, il y a même des terres rares. Des terres qu'on ne trouve pas dans en moyenne 5 pays dans le monde. Et vous allez constater qu'avec toute cette concentration de richesses, les richesses ne sont pas bradées. Et je dis ici à tous les Africains de suivre l'image, la voie que le doyen est en train de donner par rapport, n'est-ce pas, à la maîtrise et à la stratégie. Pour vous parler de la Socamine, c'est la nationalisation des produits miniers. La nationalisation. Parce que quels sont les mobiles? La promotion, l'achat et la commercialisation des produits miniers. Et dans ces missions, il y a de faire l'inventaire des indices miniers. Quand on parle d'inventaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on fait une carte, toute la cartographie. On répertorie secteur par secteur, département, arrondissement, région par région, ce que nous avons comme ressources minières. Conduit les études relatives à l'exploitation et à l'exploration des substances minérales. Donc, il y a même l'expertise des études qu'on doit entreprendre. Et gérer les questions relatives aux sites miniers et passer au suivi des contrats entre les États et les sociétés minières. Contribuer à la contribution de la transparence dans le secteur minier. Donc, vous voyez que c'est pratiquement une rationalisation du secteur minier. Les contrats seront maintenant bien étudiés avec des experts. Nous allons répertorier tout ce qu'il y a comme secteur minier et il y aura un inventaire qui sera fait dans cette société. Oui, mais ça, c'est les textes, André. Non, je suis en train... Il faut des hommes capables de conduire ce Avant d'arriver sur les hommes, oui. Il disait quelque chose tout à l'heure. Il y avait une sorte d'informel, l'exploitation informelle des ressources minières. Informelle. Vous avez vu, il y a des reportages où les gens creusent le sol, il y a des indices. Après, on vous dit que c'est des Coréens. Le président a mis un stop à tout cela. Il a formalisé la gestion. Et je voudrais vous dire que c'est précurseur à l'émergence. Parce que quand on nationalise déjà la gestion des mines, de l'autre côté, vous avez la Société nationale des hydrocarbures pour le pétrole. Je crois que les dés sont en train d'être jetés. Le dessin, le schéma est déjà fait sur la question, n'est-ce pas, des mines. Et je voudrais vous dire que l'actionnaire principal, c'est écrit dans les textes de l'État. Par contre, pour l'instant, unique même. Oui. C'est-à-dire l'actionnaire unique. Principal, c'est l'État. Bien évidemment, les textes indiquent qu'on peut ouvrir à des privés, mais pour l'instant, c'est unique. Donc, le chef de l'État a la ferme volonté de faire en sorte que les ressources minières soient exploitées par les Camerounais, transformées par les Camerounais, et dont ces ressources impactent la vie des Camerounais. Lorsque, je vous fais une confidence ici, lorsque j'avais cette vision que le chef de l'État est l'homme qu'il faut, il y a près de 10 ans, les gens se moquaient de moi. Beaucoup nous rejoignent déjà. Jamais nous a rejoints. Beaucoup sont en train de nous rejoindre parce que ce que nous voyons, c'est une belle prise, hein? Avec le président Biya, beaucoup de gens vont voir ça au fur et à mesure. Mais il ne sera jamais trop tard. Parce que je demande déjà à tous les Camerounais de pouvoir bien garder le portrait du président parce que nous allons lui ouvrir un culte. Bien sûr. Vous voyez, les gens attendent. Je vais vous donner quelques exemples. Les gens attendaient les nominations des délégués du gouvernement. On m'appelait par-ci, par-là. Votre président, qu'est-ce qu'il dit? Vous savez ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, c'est les élections des maires. Vous voyez comment il résout les problèmes avec sagesse. Les élections des maires de la ville.
Donc ça veut dire que les délégués du gouvernement étaient caducs. On attendait certainement comment on sera gérer toute cette richesse. Et les contrats seront passés avec qui? Quelle sera la nature des contrats? Il crée la Socamine. Et la Socamine vient résoudre un problème ponctuel en nationalisant la gestion des mines avec un organigramme très clair. Vous qui parliez des hommes, un organigramme très clair, une mission très claire où on va choisir, bien sûr, parce que ça, c'est le débat que nous avons eu. On parle de poste technique et poste politique. Ici, c'est un poste technique parce qu'il faut des experts en ressources minières, il faut des ingénieurs pour pouvoir, n'est-ce pas, apporter cette expertise-là, parce qu'ici c'est technique. Le Cameroun n'a pas moins d'ingénieurs en pétrochimie, mais est-ce qu'on peut espérer plus de transparence, je veux dire, par rapport à la SNH de la Socamine? Non, vous posez la question à un enseignant et un cadre. Oui. Dans l'enseignement. Je voudrais vous dire qu'il y a l'Institut des mines à Betaroya. Absolument. Et que les écoles à l'université de droit forment en ressources minières. Tout à fait. Et même en pétrochimie. Donc, la vision du chef de l'État, implémentée par le Premier ministre, et avec, n'est-ce pas, cette implémentation de l'enseignement supérieur, a préparé la Socamine. Ok, c'est bien entendu, on s'est bien compris, André Luther Meka, toujours avec ce langage policier, et puis la langue de bois, on comprend, essentiel à tous les politiques, je comprends très bien, mais mon rôle est évidemment de vous secouer pour vous arracher ce que vous ne voulez pas dire. Président Badakani, comment donc, vous avez été donc, vous avez fait ce plaidoyer pour l'avènement de la Socamine. La Socamine est là. Comment s'approprier cette manne? Monsieur Bongou, je pense que il faut mettre ça en articulation avec un ensemble d'actes présidentiels qui permettent de comprendre tout le tableau. Oui. Et quand vous avez tout le tableau, vous avez une juste intelligence de ce qui se prépare. Tassinda tout à l'heure a commencé à faire ce travail quand il convoque la création de le décret sur l'école polytechnique. Oui, l'éclatement. Les gens n'ont pas vu ce qui se préparait. Les gens n'ont pas compris. Alors quand vous mettez ça ensemble, vous prenez le port, le doigt là. Vous mettez ça ensemble. Vous voyez comment on est en train, le président a un plan extraordinaire de valorisation de toutes les façades maritimes du Cameroun. Vous regardez la Sonatrach, transport électrique. Il y a un ensemble. Quand même, allez même voir aujourd'hui même comment l'organigrammation de l'État même, avec même le niveau de phasage des actions de l'État. Vous avez aujourd'hui la gestion triannuelle de l'État. Les gens ne le savent pas. On fait des budgets maintenant sur pratiquement 3 ans. Et quand vous regardez comment tout ça est orienté et organisé, vous vous surprenez de voir que même, contrairement à ce qu'on pense, il y a un projet de renouvellement de toute la matrice de l'État qui est en œuvre derrière une apparence de juxtaposition, d'anciens, de vieux, de ceci, qui semble illisible, mais quand vous fouillez, vous voyez tout ça, et c'est très important. C'est très très important de vous préparer. Moi, je pense que pour répondre à votre question, vous avez posé ça à mon ami Meka, qui a répondu comme il pouvait répondre. La question des hommes. Ouais. Il y a tout à l'heure, mais elle est même capitale. Tout à l'heure, Bertrand a rappelé ce qu'elle parlait de corruption. La question des hommes est quelque chose qui est éminemment politique. Je pense que pour boucler tout ça, c'est un chapitre que le président se réserve de résoudre le moment venu politiquement. Politiquement, la question des hommes. Parce que la question des hommes est indissociable de ce que j'appelle l'infrastructure culturelle de l'État. L'infrastructure culturelle de l'État du Cameroun, ça remonte de très loin. Parce que le Cameroun, c'est un pays qui est né dans la corruption. La corruption, parce que sa création, son émergence historique, a été une œuvre de corruption magistrale par M. de Gaulle, qui crée un État par décret. C'est grave, hein, c'est bon goût. Un État, on le crée par décret. Et vous connaissez très bien le contentieux historique du Cameroun, qui est que la frange de la population camerounaise, qui a conçu un projet d'indépendance, qui s'est battue pour ça, a été massacrée et écartée par le colon, qui a fait émerger
de toute pièce une classe politique dont elle a phagocyté en mettant des mécanismes qui permettraient à ce que le colon sorte par la porte pour revenir par la fenêtre. Et vous savez que quand il revient par la fenêtre, c'est très dangereux. Parce que quand il revient chez vous par la fenêtre, ça veut dire qu'il connaît votre maison mieux que vous. Parce qu'il passe par la fenêtre, là, dans la chambre, ça veut dire qu'il connaît sous votre lit, mais c'est grave, M. Bongo. Alors, donc, le colon est revenu par la fenêtre, par un ensemble de mécanismes qui lui permettent de fabriquer le type d'individu que vous êtes en train de souligner, de créer un profil culturel, un profil moral et mental d'individus, de personnes qu'on place dans les recoins de l'État qui ne peuvent pas concevoir ce qui est bon pour le pays. Ce sont des gens les gens de l'État profond. Ils sont là, ils ne pensent pas bien du Cameroun. Leur logiciel mental est incapable de les amener à penser le bien du Cameroun. Ils sont logés dans le milieu de l'État là-bas. On les appelle les grands barons, des gens de l'État profond. C'est des gens qui ont été fabriqués par la France et autres réseaux pour bloquer le Cameroun. Et le président est conscient de tout ça. Ce sont ces gens qui distillent une culture de la corruption à tous les niveaux du mot. Corruption mentale, corruption ésotérique, corruption philosophique à tous les niveaux, de manière à bloquer toutes les dynamiques de renouvellement de l'appareil d'État dans tous les sens du mot, y compris pour porter les grands projets présidentiels d'émergence dont parlait tout à l'heure mon ami bien-aimé Meka. Ces gens-là donc distillent dans l'État cette culture de l'incompétence, cette culture de la fainéantise, cette culture de la corruption, du vol. Ces gens-là. Donc, quand vous parlez de la question d'hommes, vous êtes en train de poser sur la table la capacité du chef de l'État à sortir les hommes de ce milieu culturel. C'est un dossier très difficile qui dépasse même la personne du président, parce qu'il a hérité ça. Mais je sais qu'il est au fait de ça, il sait très bien, et comme il est très sage, il travaille ça. Donc, on trouvera des hommes. D'accord. Vous comprenez? On trouvera des hommes. Mais ce que je veux citer, c'est quoi? Mettez-moi. Allez-y, allez-y. Ça ne doit pas s'arrêter seulement à Polytechnique. Bertrand vous a parlé que c'est une question de famille, que chaque famille doit avoir l'ingénieur. Il faut aller très loin. La révolution dont on parle au Cameroun, au-delà de ce que dit le président, mais ce n'est pas le jeu, M. Bongo. C'est-à-dire que nous sommes en train de penser une révolution, mais qui parle des familles pour embrasser les quartiers, pour embrasser les régions. C'est ça la décentralisation. Ce n'est pas une décentralisation simplement où on va décentraliser les réseaux jacobins, feignants, mangeurs de budget qui étaient à Yaoundé pour les envoyer dans les communes, ils vont répéter la même chose. C'est une décentralisation profonde. Que les populations se réapproprient leur destin. Même l'école va être décentralisée. Cette école coloniale, elle va être décentralisée, M. Bongo. Elle dit que c'est un truc profond. Et il vous dit donc ça que, mais il faudra, mais pourquoi par exemple dans les quartiers, les villes ne pourraient pas elles-mêmes produire de l'eau? Pourquoi il faut une société nationale? On réfléchit. Nous, on est un pays, nous sommes futuristes. Hein. C'est prévu, ce projet, mais très bien, vous le dites, ce projet-ci, c'était l'objet de notre convention. Bon, les gens m'ont appelé de partout pour dire, mais le président vous écoute. J'ai dit tant mieux, et ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Donc pourquoi on ne penserait pas que les quartiers des villes soient autonomes en matière d'eau, en matière d'électricité? Pourquoi? Et que l'État central ferait de l'intelligence supérieure à un niveau élevé. Pourquoi on ne penserait pas? Mais tout ça demande une redéfinition et un reprofilage de l'appareil d'État qui est un chantier lourd d'un pays comme le Cameroun, parce que vous risquez de télescoper des cultures historiques, des cultures étatiques historiques qui n'ont rien à voir ensemble, ça peut déstabiliser tout l'appareil. Donc on a à la tête du pays un capitaine très sage, et moi je suis très fier. Une fois, M. Mekaba sera content. Je suis très fier d'avoir, laissez-moi terminer, d'avoir été un des pionniers dans ce domaine. Depuis des décennies, nous on soutient le président. Et ces temps-ci, je n'aime pas trop parler parce que je me dis, il faut que les choses s'accumulent pour que les gens comprennent ce que Mekaba me dit, que nous étions des visionnaires et que nous avons dit, il faut arrêter de faire de l'antibiaisme primaire, soutenir le président dans ses démarches et ses projets de changement intelligent de dynamique camerounaise. André Letteur Mekake, donc, qui fait donc son prosélytisme politique. Luc Michel, j'espère que nous sommes revenus en contact avec vous. Je voudrais avec vous sortir de cette thématique également d'accueil. On parle généralement de la malédiction des mines, notamment en Afrique, où l'Afrique, un continent si riche, mais pillé et finalement pauvre. Est-ce que lorsque vous regardez ce qui se passe au Cameroun avec la nationalisation des mines par le président Paul Biya, la création de la Socamine, est-ce que vous vous dites, avec votre regard extérieur, est-ce que vous vous dites c'est un jalon important dans la construction et dans le développement du pays?
retraite, je ne sais pas, ce sont des problèmes avec les régimes et je n'ai pas été déconnecté, donc j'ai suivi tout votre débat. Il faut constater quelque chose, c'est pas l'Afrique qui est un continent pauvre, ce sont les Africains qui sont pauvres, les États africains dans un continent riche. L'Afrique, elle est considérée comme un grand marché pour écouler les produits occidentaux. C'est la place qu'on lui a fixée dans la globalisation. Elle est considérée comme le continent où la main-d'œuvre est bon marché et où les matières premières sont bon marché et abondantes, soit dit en passant que ces matières premières seraient la réserve naturelle de l'économie globalisée. Lorsque, en 2013, le ministre des Affaires étrangères allemand, Arthur Steinmeier, c'est le président aujourd'hui, le bras droit de Mme Merkel, il lance un débat géopolitique pour le retour de l'Allemagne en Afrique. Il lance un manifeste qui est débattu à Berlin. Il a, je dirais, dans la brutalité qui est typique des politiciens allemands, il annonce la couleur, il dit, là, nous devons revenir en Afrique. La main-d'œuvre est bon marché, les matières premières sont abondantes. On se souvient déjà qu'un autre chancelier allemand, Helmut Kohl, avait expliqué que l'Afrique ne devait pas s'industrialiser dans les années 90. À partir de ce moment-là, toutes les tentatives d'approprier le sol africain, le compte minier de Kabila, la réforme envisagée au Tchad, les réformes de Paul Biya, la législation qui est en route au Burundi, ce que fait Alpha Condé, pourquoi est-ce que les Occidentaux détestent celui qui était leur président bien aimé il y a 10 ans, c'est parce que Alpha Condé, il sait que son pays il est au cœur de la guerre des mines, il a les guerres des mines entre les groupes américains et israéliens, et il s'est rapproché des Russes et des Chinois. Il s'est éloigné de ses conseillers occidentaux il y a 10 ans, et cela, c'est intolérable à Paris ou à Washington. Donc Paul Biya, il fait évidemment ce qu'il faut. Il sait que la déstabilisation du Cameroun, elle est due aux visées occidentales sur le sous-sol. Il faut savoir qu'un des hommes qui est engagé dans la fragmentation du Cameroun, c'est Georges Soros, justement. Soros est intéressé par les mines de cobalt, de bauxite et de manganèse qui sont présentes au Cameroun. Donc, il faut saluer Paul Biya. J'ajouterai, parce que parfois on nous reproche, vous savez, moi je suis en permanence sous l'objet d'une campagne de critique, comme Justin Tagou d'ailleurs. On nous dit que nous sommes la voix, soi-disant, des dictateurs. C'est oublier qu'en Afrique, nous combattons certains dictateurs. Par exemple, Ouattara, moi j'ai été expulsé par le dictateur Kagame du Rwanda il y a 4 années. J'étais le premier panafricaniste expulsé d'un pays. Donc nous ne sommes pas du tout la voix des dictateurs, mais nous soutenons des présidents qui, par une politique réaliste de petits pas, font avancer la cause. J'ajoute, vous le savez, que j'ai un carnet d'adresses dans lequel il y a beaucoup de diplomates, et ces diplomates se confient à moi. Un diplomate m'a encore dit ce matin, un diplomate africain bien entendu, il m'a dit « Vous devez absolument soutenir Paul Biya, parce que Paul Biya est sur la bonne voie. » C'est ce que je pense. Je partage les critiques qu'a fait d'ailleurs Bertrand Tatinda. Il y a des choses qui ne me plaisent pas dans l'économie ou dans le RHDP ou dans ce que font certains hommes politiques camerounais. Mais il n'empêche que moi, je n'interviens pas dans cette politique politicienne camerounaise. Moi, je soutiens un président qui vise à réapproprier le sol de son pays, qui vise à l'indépendance de son pays. Je pense d'ailleurs, Paul Biya, il est au bout d'une carrière. Je pense que ce qu'on retiendra de lui, c'est que c'est l'homme qui s'est affranchi des tutelles au Cameroun. Merci infiniment à vous, Luc Michel. Vous l'avez constaté, chers téléspectateurs, c'est le moment des appels. Vous pouvez nous joindre pour nous donner votre sentiment, votre avis sur les 2 thématiques déjà abordées. En attendant que nous ayons des premiers appelants, nous allons prendre quand même une courte transition pour annoncer la 3e thématique. Vous êtes sur Universal News TV.
Nous parlons à présent de la Centrafrique. Le 27 décembre prochain, donc la présidentielle, couplée avec des élections générales et avec un perturbateur inattendu, putschiste multirécidiviste. François Bozizé fait évidemment parler de lui dans le mauvais sens. Après sa disqualification à la course présidentielle, l'ancien chef d'État alimenterait donc les réseaux rebelles, notamment avec la fusion des 3 importants groupes rebelles sous commandement unifié, avec des troubles déjà enregistrés dans le pays. L'ONU, à travers la MINUSCA, obligée de s'interposer donc à Bangui, de sécuriser quelques sites stratégiques. Nous en parlons donc ici et maintenant. Et je voudrais vous poser la question à vous, Président Bandakani. Est-ce qu'on est surpris de l'attitude qui est celle de François Bozizé aujourd'hui? Il avait essayé de donner le change en disant qu'il acceptait la disqualification de sa candidature, mais qu'il était pour la paix. On constate à l'épreuve des faits qu'il n'en est rien et que, comme on dit souvent dans certains quartiers de Douala, il est tombé dans les Sissongo. Il est maintenant, il s'est mué en chef rebelle qu'il a toujours été, parce que vous savez que c'est un putschiste récidiviste. Est-ce que vous êtes surpris par la tournure que prennent les événements? Vous savez que je ne tombe jamais dans le piège qui consiste à considérer que les sous-fifres sont plus importants que le vrai patron qu'ils cachent. Ils servent de masque à de vrais patrons. C'est la France qui dérange en Centrafrique. On va en parler. Bozizé, c'est un pion. Pourquoi utiliser la figure de François Bozizé? Parce qu'il est né pion, il risque même de mourir pion. C'est-à-dire que, voilà, M. Bozizé, vous avez expliqué, c'est un putschiste trentenaire. Depuis Patassé, en passant par Kolimba, tout le monde connaît. Il a été l'homme des réseaux français pour chasser Patassé. Même Kolimba, Bozizé est arrivé au pouvoir dans les chars français, tout le monde connaît ça. Donc c'est un agent. Un agent, c'est quelqu'un qui est matriculé. Donc c'est son métier. Il peut être président. Mobutu il était président des Zaïre, mais il avait un matricule à la CIA. Donc quand les Américains voyaient Mobutu, ils disaient traitement de tel agent. Voilà comment on l'appelle. On ne disait pas président du Zaïre. On disait traitement de tel agent. L'agent tel. Peut-être l'agent 009. Vous l'appelez président. Mais la CIA, on l'appelle agent 009. Et un agent ne prend pas sa retraite comme il veut. Ce sont ces patrons qui disent que bon, maintenant, tu arrêtes ton service. Vous connaissez l'histoire de Bob Denard. Et il n'est pas le seul. Donc, M. Bozizé est un agent. Et en tant qu'agent, s'il décide de changer de patron, ou bien de désobéir, de faire preuve de déloyauté à l'égard de ses patrons, on règle ce compte comme on fait avec tous les agents. Dans les services de renseignement, des services secrets, Barbouzard, du type CIA et les autres, qu'un agent a des manquements envers ses devoirs, soit on le tue, on ne blague pas, on vous élimine, soit on vous corrige. Donc M. Bozizé a été corrigé en son temps à l'époque par M. Hollande lorsqu'il a voulu avoir quelques velléités. C'était même pas d'enfranchissement, c'est que bon, il a voulu dribbler Hollande. C'était un dribble. Il ne voulait pas couper le point avec la France, il voulait juste dribbler pour avoir une grosse part. Bon, M. Hollande l'a coincé, il lui a dit bon, ok, moi je n'exécute pas les accords là, ça ne m'engage pas, je n'interviens pas. Et donc, dès qu'Hollande a dit qu'il n'intervenait pas, Dr Diallo l'a chassé du pouvoir. Comment est-ce qu'il l'a chassé? En faisant exactement ce que Bozizé est en train de vouloir faire. Dr Diallo avait fédéré, vous avez oublié, des groupes éparses de rebelles qui ont tous pour patron la France. Eux-mêmes le disent, M. Bongo. Ce sont eux-mêmes qui disent ça. Bon, on savait. Mais les rebelles eux-mêmes le disent que notre patron c'est la France. Je vous ai dit ici qu'un jour, vous savez que le maréchal qui est au Tchad là, il parle, non? Il parle beaucoup, le maréchal. Quand il a pas dans ta poche. Vous ne perdez rien à attendre. Un jour, le maréchal de Bibi va faire une interview ici pour vous dire que bon, les rebelles centrafricains, quand ils viennent me voir, voici ce qu'ils me disent. Il vous a dit dernièrement que les Occidentaux ont transporté des rebelles de Syrie pour amener. Le président Déby l'a dit. Oui. Hein, il nous a dit ça. Or, le président n'a fait que venir, il est venu présidentialiser nos thèses que nous avons ici depuis 10 ans. Et c'est connu. Donc, je viens de vous dire, monsieur Bozizé, les Français sont en train juste de le faire avec Bozizé, c'est qu'ils ont fait avec Dr Diallo. Contre lui. Écoutez bien, contre Bozizé. Ce sont les mêmes groupes, à quelques détails près, que la France fédère, mais pourquoi on ne la voit pas, la France met en avant M. Bozizé. C'est de cela qu'il s'agit, c'est un agent.
Vous ne comprenez rien à la dimension de Bozizé et de son action si vous oubliez le fait qu'il est un agent. Et toute la classe politique centrafricaine, je dis bien toutes, sont des agents. De Le Guélé, c'est un agent parfait. Je vous ai dit ici que lui-là, j'ai tout signé avant même de... Ce que je dis là, c'est pas la blague. Hein. De Le Guélé, il a signé les accords avant d'être président. Parce qu'avec les Français, tu signes avant. Il a tout signé. Donc quand vous avez une classe politique composée d'agents, de petits niveaux de Paris, monsieur Bungu, vous ne pensez plus d'avoir les choses comme ça. Et quand vous voyez que ça se passe dans une matrice qui est prête à s'enflammer, c'est-à-dire que vous avez, Touadéra, commis un crime de lèse-majesté, par essayer d'abord d'appeler la France. D'abord, il est venu au pouvoir. C'était un outsider, il a circulé la France en arrivant au pouvoir. Maintenant, il arrive en France, qu'est-ce qu'il fait? Il amène les Russes, c'est bon, il amène les Russes dans le territoire français, puisque la France estime que Bangui, ça lui appartient. Voilà, vous savez que l'accord à Bangui, il y a une particularité dans les accords, c'est que le sous-sol à partir de 5 km appartient à la France. C'est grave. C'est-à-dire que tout appartient à la France. Donc, M. Touadéra a commis un crime. C'est d'amener la Russie. Et la Russie s'installe. Elle s'installe, c'est pas pour repartir. Et en s'installant, la Russie donne des marges de manœuvre fortes au président Touadéra, mais pour tenir. On va revenir pour voir dans un deuxième pour voir justement comment est-ce que... Ça allait trop loin. Oui, pour voir si effectivement les manœuvres de François Bozizé peuvent donc prospérer en l'état actuel des forces en présence en Centrafrique. Luc Michel, moi je voudrais, on a vu le retour de François Bozizé à Bangui, accueilli à bras ouverts par le président Faustin Archange Touadéra, qu'il a reçu à plusieurs reprises au palais présidentiel. Est-ce que vous diriez que le président Faustin Archange Touadéra a été un peu naïf de laisser l'ancien chef d'État revenir, ou alors il a été plutôt très intelligent en l'accueillant à bras ouverts dans un cadre démocratique, dans une joute électorale qui s'annonce donc inclusive, en se disant, je vais prendre toute la communauté internationale à témoin que ce type n'est pas sincère? Écoutez, Touadéra est un homme intelligent et pour le fréquenter régulièrement, ce n'est pas quelqu'un qui ferait preuve de naïveté et encore moins de faiblesse. Mais il sait ce qu'on dit de lui en Occident. On le traite d'apprenti dictateur. On l'accuse de préparer des élections manipulées. Et à partir de ce moment-là, le piège tendu par Paris, qui n'oublions pas a infiltré dans des conditions de clandestinité Bozizé en Centrafrique. Touadéra a su que Bozizé était là alors qu'il avait déjà pénétré en dehors de l'aéroport national et des douanes par un jet privé, on ne sait pas par où, il avait pénétré dans le pays. À partir de ce moment-là, il y a eu une espèce de bras de fer. C'est-à-dire que Bozizé voulait que l'élection soit un bras de fer entre lui et Touadéra. Et il a notamment émis une série d'exigences. Il a exigé, payé par l'État, de se choisir dans l'armée, mais des hommes à lui, une garde qui aurait fait de lui un véritable seigneur de la guerre à Bangui. Il a ensuite voulu être reçu par Touadéra de chef d'État. Touadéra a refusé tout ça. Et par contre, quand Djotodia, qui s'est révélé un patriote, qui a compris qu'il a été manipulé par les Français en 2012, quand excusez-moi, est rentré régulièrement, lui, officiellement au pays, il a immédiatement été reçu par Touadéra. Moi, je ne suis pas surpris de ce qui se passe avec Bozizé. Tout avait été expliqué par la France-Afrique en décembre 2019. Jeune Afrique qui était en aveu pour le Quai d'Orsay, ils avaient publié un article, élection 2020 en Centrafrique, tout sauf Touadéra. À partir de ce moment-là, les Français ont amené non pas un joker, mais une écurie de jokers. Ils ont ramené Bozizé, ils ont ramené Deologele, ils ont ramené Madame Samba Panza, rappelons-le, qui avait achevé de détruire la Centrafrique par un régime de corruption et de népotisme. Ils ont mobilisé l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'homme lige des Français dans les deux guerres civiles centrafricaines, Karim Mekassoua. Ils ont lancé des médias bidons, des officines, Corbeau News, Tsunami et compagnie.
Hier encore, d'ailleurs, les réseaux français attaquaient Touadéra. Il y avait la Deutsche Welle dans son édition francophone, c'est-à-dire qui est une annexe du Quai d'Orsay, eh bien, a attaqué Touadéra en dessous de la ceinture. Ça se passe toujours comme ça. Quand on étudie les premières dépêches de l'AFP, lorsqu'il y a eu le coup d'État de Boziguier vendredi, on constate qu'on annonce le succès de ce coup d'État et on annonce qu'il organise le blocus en tête de force qu'on dit considérable, qu'il organise le blocus de Bangui et que ça va avoir des conséquences peut-être sur la tenue de l'élection. Ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est que Touadéra, son ministre de la Défense qui a conduit les troupes directement, appuyé par la logistique russe, appuyé par le groupe Wagner, a frappé immédiatement comme la foudre les putschistes, les a mis en fuite. Il y a 4 morts, ça a été le prix à payer. Le parquet de Bangui a émis un mandat d'arrêt contre Bozizé qui est en fuite. Il sera de nouveau protégé par Paris, qui l'empêche depuis 5 ans de rendre des comptes à la CPI de ses crimes de guerre. Et au milieu de tout cela, la MINUSCA, elle a joué son rôle. Et ce n'est pas une surprise, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi cette MINUSCA, ces casques bleus, ont agi à côté des FACA et ont sécurisé le pays, c'est parce que il y a un homme qui n'est pas non plus un naïf, qui est un grand joueur d'échecs, c'est Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, il a toujours un coup d'avance. Au début de cette année, il a envoyé, et en 2019 aussi, un fort contingent d'officiers russes pour s'introduire, pour servir dans les FACA. Les FACA, ils ne sont plus aux mains des Occidentaux. Il y a des Russes qui sont là pour que, pour la première fois peut-être dans l'histoire des casques bleus, les casques bleus, à part les camarades burundais qui sont en Somalie, c'est la première fois, à part là-bas, que des casques bleus font leur travail, servent à sécuriser un pays. Voilà ce qui s'est passé à Bangui. Il faut ajouter quelque chose, c'est que le tout sauf Touadéra, c'est le programme général. C'est le programme tout d'abord des groupes armés. Les groupes armés, la Russie les a obligés à se mettre à la table de négociation en 2019 à Khartoum. Le résultat, c'est que les Occidentaux, les Américains cette fois-là, ont renversé Omar el-Béchir et que la pression soudanaise n'est plus exercée sur les groupes armés. Depuis, les Occidentaux, Français, Américains, Britanniques, les instiguent à ne pas respecter les accords de Khartoum. Et Touadéra, lui, par contre, il croit que la pacification, et il a raison, l'exemple d'autres pays est là, elle passe par l'intégration de ces groupes armés dans les FACA et des seigneurs de la guerre, malheureusement, il faut savoir pardonner, dans les instances gouvernementales de Bangui. Touadéra, il ne fait pas face seulement à une tentative de civilisation, il y a, il faut le savoir, 2 agendas anti-Touadéra actuellement en Centrafrique. Deuxième opération, c'est une révolution de couleur, non plus made in USA, mais made in France. Elle est menée par le Quai d'Orsay et le Drian. C'est toutes ces opérations avec Bozizé, avec Doleguele. Et quand ils ont vu que ça ne marchait pas, le but de l'opération, c'était quoi? On a tout d'abord tenté de repousser l'élection. La Centrafrique, elle a une particularité. Il n'y a pas dans la Constitution ce qu'on appelle le glissement. C'est-à-dire que si Touadéra n'est pas élu le 27 décembre au soir, et ou à l'issue du 2e tour en janvier, eh bien, il va cesser d'être président et on va devoir désigner un président de transition, notamment avec le soutien des fameux groupes armés. On a compris la manœuvre de Paris, ça n'a pas marché. Les Français ont tout fait pour saboter en émettant une série d'objections sur l'informatique, en proposant que des informaticiens français avec du matériel informatique français contrôlent l'élection. La Russie, qui sait de quoi il s'agit, a dit non. Et ensuite, il y a eu l'éviction de Bozizé, non pas parce que Touadéra a émis un mandat d'arrêt, mais parce que la Cour constitutionnelle a constaté que ce criminel de guerre était réclamé par la CPI de La Haye pour des crimes sur lesquels je ne m'étendrai pas. Il y a des viols de masse comme arme politique, il y a des exécutions sommaires,
il y a des incendies de villages, il y a des gens réduits en esclavage. C'est ça, Bozizé, l'homme qui a 75 ans tente un putsch. Et quand ça n'a pas marché, on est passé à la phase militaire. Ça a été la même chose au Burundi en 2015, mais là c'était les Américains. Quand Nkurunziza a triomphé de la déstabilisation politique, ce qu'on a appelé le Maïdan de Bujumbura, on a tenté le coup d'État pro-occidental du général Niyombare qui a duré 48 heures. C'est la même chose qui s'est passée ici. Les Français espéraient que Bozizé allait non pas s'emparer de Bangui, mais pourrir la situation. Les FACA et la MINUSCA ici, ils ont réduit tout ça. On dit même, ce sont des informations que donne Afrique Média, que l'aviation russe serait intervenue, aurait bombardé en appui, mais toujours est-il que les Russes, avec leur logistique puissante, sont derrière les FACA. Et c'est donc la France, elle n'est pas échec et mat, mais elle est en échec. Les Américains sont aussi en échec. Toutes ces manœuvres ne marchent pas. Et les propres instituts de sondage occidentaux, c'est ça la panique des Occidentaux. Elle dit que le 27 décembre, Touadéra va être élu au premier tour avec 67%. Le but de la candidature Bozizé, c'était qu'il se proclame président élu de Twitter et de Facebook, comme d'autres au Cameroun ou au Gabon ou au Congo, le soir de l'élection, excite Bozizé, excite sa candidature, mais aussi le personnage politique. Il va devoir maintenant rendre des comptes. C'est l'ONU qui le recherche depuis 48 heures, pas seulement le parquet de Bangui. Tout cela est terminé et la grande confrontation géopolitique, parce que c'est de ça qu'il s'agit en Centrafrique, c'est pas une crise préélectorale ou une élection disputée. C'est le choc entre la Russie, la France et les Américains. Bonsoir Nicolas, vous nous appelez depuis la ville de Douala et vous voulez participer à cette émission. Allez-y, on vous écoute. Le panel, bonsoir à l'Afrique, bonsoir au monde. Ok, la situation actuelle en Centrafrique, en particulier et en Afrique en général, nous fait juste comprendre qu'il s'agit là de la nouvelle colonisation. Donc il s'agit de la recolonisation de l'Afrique à zéro. Si vous vous souvenez, le président français avait déclaré que si l'Afrique n'est pas là, le monde ne se fera pas. En quelque sorte, il a ouvert le bal de la recolonisation de l'Afrique en demandant à ses pairs que chacun se positionne. Sinon, ils n'auront rien. Raison pour laquelle la France s'est installée en Côte d'Ivoire en utilisant leur pantin Alassane Ouattara pour pouvoir contrôler l'Afrique de l'Ouest. Et c'est le cas actuellement en RCA, en utilisant Bozizé pour déstabiliser la RCA et prendre le contrôle de l'Afrique centrale. Parce que l'histoire nous renseigne que ce sont les deux régions, les deux sous-régions, autant pour moi, qui constituent le précaré français. Donc il s'agit de la recolonisation de l'Afrique en utilisant de nouvelles méthodes. Ils ne viennent plus directement, mais ils utilisent les Africains eux-mêmes. Alors, solution, que les Africains se réunissent, qu'ils soutiennent tous ces présidents qui subissent les pressions de la France et des autres occidentaux, et que cette recolonisation n'ait plus lieu. Parce que la France a déjà échoué. Les Africains, en général, et les Africains de la zone francophone, en particulier, sont déjà grands. Nous ne sommes plus 3 siècles avant. Et je suis sûr que nous allons nous en sortir. C'est l'Afrique qui gagne. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous Nicolas et merci de votre fidélité. Delphin, vous nous appelez donc depuis Bujumbura. Bonsoir à vous. Merci d'être une fois de plus avec nous à cette émission. Quel est votre avis et votre contribution à ce grand débat? Je vous remercie de m'accueillir une fois de plus à la maison.
Je transmets mes salutations à l'ensemble de vos invités, le frère panafricain blanc Luc Michel, Monsieur Tatsinda, que je retrouve avec plaisir sur le plateau, ainsi que le président du NMP. Et je crois qu'il y a un monsieur qui porte un chapeau, moi non plus, je suis navré, je n'ai pas retenu son nom. Enfin, je vous salue tous, je transmets aussi la communauté panafricaine qui vous suit ce dimanche. Mon cher frère Bungu, tout a été dit, hein. Moi franchement, je n'ai pas grand-chose à ajouter, tout a été dit, et j'applaudis des deux mains. Simplement, j'aimerais insister sur 2-3 points qui ont été évoqués. Le frère Lamine Diop, que je salue très très chaleureusement, a dit 2 choses très importantes. Je puis vous assurer que les généraux états-uniens ne dorment pas sereinement lorsqu'ils regardent de près l'arsenal militaire russe. Parce qu'effectivement, la Russie, qui au jour d'aujourd'hui en tout cas, est seule à disposer de ce qu'on appelle les missiles supersoniques, inquiète beaucoup les États-Unis. Ces missiles lui offrent un léger avantage sur toutes les armées du monde aujourd'hui, en décembre 2020. Donc effectivement, la Russie est un parfait parapluie militaire pour les États qui ne disposent pas d'une capacité défensive assez aboutie. Le Burundi en a fait l'expérience, de même la Syrie. Donc je ne peux qu'encourager les États frères à aller dans ce sens. Toutefois, oui, la Chine a une avance au niveau monétaire. Donc vous pouvez aussi vous en inspirer. Le Burundi jouit de sa propre monnaie, donc n'éprouve pas les mêmes difficultés que vous autres qui vivez sous l'esclavage du franc CFA. Donc je vous encourage, comme l'a proposé monsieur Lamine, d'aller un peu vers la Chine. Et je sortirai en disant que il faut faire très attention à renforcer, parallèlement à tout ce qui a été dit, une coopération intra-africaine, sous-régionale. J'ai déjà dit ça les jours précédents. En tant que ressortissant de la CEAC, je vais le dire un peu dans ma langue, puis le traduire. Dans ma langue, on dit Kaadze. Ça veut dire soyez les bienvenus, mes frères et sœurs de CEMAC. Et le mot de fin, je félicite et applaudis une fois de plus Afrique Média qui est à l'avant-garde pour avoir invité le ministre des Travaux et des Investissements hier, M. Koyakbele Bida, ministre centrafricain. C'est effectivement ce genre de figure politique que nous voulons voir sur les chaînes d'Afrique Média. Quand on est gros de maison, on va balayer ça doucement et puis on va aller de l'avant. Donc, bonne fin de week-end à tous et à toutes. Afrique Média, le monde c'est nous, on est ensemble. Merci à vous Delphin. Effectivement, Afrique Média qui a reçu donc hier soir le ministre centrafricain des Transports qui était donc de retour de la Russie. Peter, bonsoir. Vous nous appelez depuis l'Écosse. Vous êtes un fidèle parmi les fidèles. Eh bien, allez-y, on vous écoute. Quelle est votre contribution à ces débats? Monsieur Fred Boumo et merci au call center. Je salue vos invités, le président Panakani, monsieur Tatsinda et les autres dont je n'ai pas pu retenir le nom. Mais c'est pas grave, ils ont mon bonsoir. Je vais aborder les 3 thèmes que vous avez dit. Je commence d'abord par le first. Ce qui m'intéresse, c'est Sonamine. Moi, je vais lancer un message au président de la République du Cameroun. C'est vrai qu'il a pris de l'âge. Il prend de bonnes initiatives, comme on dit en français, mais malheureusement, ceux à qui on confie les clés de cette initiative n'ont le regard que pour leur ventre et non pas pour le Cameroun. Cette structure qu'on a créée, c'est pour pouvoir superviser toutes les grosses multinationales qui vont venir au Cameroun pour exploiter le mine et peut-être, dans une autre perspective, faire comme le Botswana, créer des structures pouvant transformer des matières premières en produits finis ou semi-finis. Ça va comment créer le plus-value. Et ça, nous, les gens de la diaspora, on a ces capacités de pouvoir le faire et apporter une pierre à l'édifice. Mais vraiment, je dis encore, il faut que le président de la République, bien qu'il ait donné les clés pour créer cela, ait un regard, soit un comité de suivi pour ça, afin qu'il n'y ait pas de corruption, comme a dit le président Bandakani. C'est ça, en fait, le mal du Cameroun. Le Cameroun souffre de ce virus qui est plus fort que le coronavirus. Il tue l'économie du Cameroun à cause de ça. Deuxième point, je dis à mes amis ivoiriens que j'aime beaucoup, que la Côte d'Ivoire est une nouvelle colonie française, comme en 1893,
la dernière résistance des Abé a cédé à le décret de cette colonisation et la dernière résistance de cette opposition qui n'a pas pu faire grand chose face à la pression de la France via M. Ouattara a fait que, officiellement, ils ont présenté les nouveaux colons. Vous-même, vous avez vu que les invités n'étaient en grande partie que des Européens. Ça fait très mal et c'est triste. Mais je pense que, comme on dit, l'année n'est pas encore finie. Donc, beaucoup de choses peuvent se passer. Et peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y aura ce qu'on appelle le sursaut national pour chasser tous ces bandits du territoire ivoirien. Je termine, M. Ngomo. Le thème qui m'intéresse, c'est celui de Centrafrique. Vous savez, beaucoup ont parlé. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que la France sait qu'elle a perdu le Centrafrique. Elle ne peut rien devant Moscou. Moscou a une dent contre elle depuis la non-vente de ports hélicoptères. Il y a de cela 7 ans, M. Hollande. Donc, elle a décidé aujourd'hui de rentrer là où la France avait fermé. Et je pense que tout ce qu'ils font, c'est le bruit, c'est le, comme on dit, zizani, du blablabla. Ça ne va aboutir à rien. Elle va perdre le Centrafrique, elle va perdre le Tchad, elle va perdre le Congo après les élections, elle va perdre tout. Ainsi, il faut maintenant que nous sortons de cette salmonelle et puis créer quelque chose de nouveau pour l'année future. Merci beaucoup, Afrique Média. And bye. Merci à vous, Peter. L'ami Jamal, pas de débat panafricain sans Jamal. Bonsoir, mon frère. Depuis donc Yaoundé, eh bien, allez-y, on vous écoute. Frère, bonsoir à vous, bonsoir aux autres. Je voudrais un peu intervenir sur le ministère des Mines qu'on a créé. Il est déjà très important que dans ce ministère des Mines, que nous puissions nous-mêmes non seulement extraire nos mines, garder notre or, c'est ça qui nous fait aussi pour notre monnaie, et aussi tailler nos diamants. Il faut que le Cameroun apprenne à tailler. Lorsque nous avons nos diamants déjà en carats, quand je parle de carats, peut-être un carreau ou deux carats, c'est peut-être des matières qui sont comme des petits cailloux. Maintenant, il faut pouvoir les tailler. Et une fois qu'on les taille, on peut déjà commencer nous-mêmes à fabriquer nos colliers, nos montres, qu'on peut déjà, même si c'est avec un joint venture, avec peut-être ceux qui viennent de l'Asie, ou de l'Amérique, ou de l'Europe, et qui, comme nous avons les méga malls que nous ouvrons là, ça veut dire que c'est les Camerounais qui les taillent et qui les fixent dans les montres, sur les montres, sur les chaînes, et on puisse les vendre aussi. Vous allez vous rendre compte que avoir le diamant, c'est bon, mais le tailler, c'est un problème. Vous allez vous rendre compte que beaucoup, même des Asiatiques, qui ont le diamant, ils vont tailler soit en Belgique, ils vont tailler soit en Israël, soit, je crois, peut-être en Inde, si j'ai bonne mémoire. Donc, il est temps que nous entrons vraiment dans cette affaire-là. Ce n'est pas seulement de dire qu'on va sécuriser, interdire les champs, mais et aussi stocker notre or. C'est-à-dire qu'une partie d'or va au trésor, une autre partie d'or, on a des trésors où notre or a été mis en valeur, de telle enseigne que dès le chantier, quand on crée notre monnaie, ça veut dire que nous-mêmes nous mettons en valeur notre monnaie. Et maintenant, nous allons faire la promotion. Il faut dire que le Cameroun fait des accords avec les pays qui sont déjà tombés, comme le Zimbabwe, comme la Guinée-Conakry, l'Angola, donc la RDC. Ça fait que chaque année ou chaque 3 mois, il y a la foire des bijoux, des ventes. Si on décide que les Camerounais vont aller vendre les bijoux dans les méga malls de la RDC ou de l'Angola, ça va permettre le tourisme, ça va permettre que nos vols, nos nations qui sont en dormance puissent décoller. Donc, c'est tout le temps la République qui a fait avec l'appui du président Madakani. Comment c'est le bienvenu du chantier? Ça, c'est le début de notre libération. Et je m'allie ce que Achida a dit. C'est une guerre qui commence. On met d'abord tous nos biens là de côté, on va d'abord faire la guerre. Donc, Total qui a mis l'homme. Je crois qu'on a perdu l'ami Jamal. C'est pas grave, son message est passé. Roland Kene, bonsoir à vous. Vous voulez également participer à cette émission. Vous êtes déjà à l'antenne. Allez-y, on vous écoute avec attention. Son Excellence Bandakani, parce qu'il faut le dire, c'est le professeur en intelligence politique et expert en géopolitique. Alors, mais le moment est arrivé. C'est-à-dire le moment où
tout le banditisme international est sur la place publique. Tout le monde a accès à Internet, donc tout le monde sait ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on attend? Je commence par la Côte d'Ivoire. Mais c'est dommage pour Guillaume Soro parce qu'il a fait le mauvais choix. Il est allé faire un peu de lobbying à Paris en espérant avoir la clémence de Paris. Mais ça n'a pas marché parce qu'en se détachant de Ouattara, pour être cohérent avec lui-même, il doit aller sur la voie du panafricanisme. Or, le panafricanisme n'est pas en phase avec l'agenda des Occidentaux. Donc, c'est sûr qu'il n'était pas le bienvenu à Paris. Et ça, il le savait. Mais il est quand même allé tenter le tout pour le tout. Bon, il a vu ce qu'il a vu. Ce qu'on aurait aimé, c'est qu'il fasse un tour du côté de Moscou. Parce que, de toute façon, en politique, à ce niveau des choses, les gens n'ont plus pitié. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Soit tu es avec le bien, soit tu es avec le mal. Il n'y a pas le milieu. Parce que même si tu veux rester au milieu, au bout d'un temps, tu vas opérer un choix. Même ton silence va devenir un choix. Donc voilà, maintenant il est isolé et puis bon, ça va devenir difficile pour lui. S'il faisait un tour à Moscou, aller commencer un peu de lobbying pour dire, bon écoutez, c'est comme ça, je sais que vous pouvez mettre en place la stratégie militaire pour mettre de l'ordre et tout. Lui, il était aussi ministre de la Défense. Il pouvait donner aussi les garanties que j'ai mes entrées là-bas. Donc, avec votre appui, on enlève d'abord les gens là et puis on essaie d'avancer. Il n'a pas fait ça. Il est allé faire du lobbying à Paris. À Paris, ils ont vu que lui, si on le laissait, il allait devenir nationaliste après, et puis il allait leur tourner le dos comme toi, des en train de faire. Voilà, c'est ça la Côte d'Ivoire. Alors, la suite est claire, ils sont venus boire le champagne à Abidjan, Sarkozy a pris les jets privés avec les gens du CAC 40, ils sont venus dire bonjour, félicitations à leur pion, et la suite, c'est ce qu'on est en train de vivre. C'est dommage parce qu'on a mis beaucoup d'énergie sur la Côte d'Ivoire, c'était un chantier géopolitique complexe, ça nous a pris beaucoup d'éditions, et on en sort un peu déçu. Alors, je rebondis sur la Centrafrique. Mais alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Je vais dire même un peu pour espérer rappeler après, pour laisser les autres. Alors, donc là, ce que je vais dire tout de suite sur la Centrafrique, c'est que il faut savoir que nos ennemis, ce n'est pas juste la France, les États-Unis. Attention. J'avais dit ici que, peut-être les gens ne le savent pas, mais les premiers propriétaires terriens en Afrique, ce sont les pays du Golfe. Ça paraît étonnant, je sais, parce qu'on pense que nous, les Français, ce sont les pays du Golfe. Alors, vous savez que les pays du Golfe constituent une puissance maritime, donc c'est par eux que via les couloirs humanitaires, les fusils passent dans l'eau, ça arrive par les terroristes. Et comme ils sont propriétaires terriens en Afrique, ils ont des endroits pour loger les terroristes partout, dans les plantations, dans les forêts, puisqu'ils sont propriétaires, ils ont payé ça, ils ont acheté légalement, ils ont payé. Alors, bon, vous voyez qu'il y a le flou, et ça se confirme parce qu'on n'en parle pas trop. Dernièrement, le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite, je pense, il était en Centrafrique. De façon officielle, on a dit qu'il allait pour une visite de travail dans le cadre des accords bilatéraux entre les deux pays. C'est faux. Il est allé, on l'a envoyé, parce que lui, il est aussi... C'est le Golfe, tout ça là. Donc, alors, ils sont jaloux au fait. Il faut savoir que les pays du Golfe ne sont pas avec nous aussi. Parce que, rappelez-vous, jusqu'à un passé récent, lorsqu'on disait que on parlait des pays pétroliers, on pensait tout de suite aux monarchies du Golfe, Qatar, Arabie Saoudite et tout. Alors que le contexte géopolitique nous montre qu'en fait, les pays pétroliers, ce sont les pays africains. Et avec le temps, ils savent que si l'Afrique se libère, tout ce qui concerne le prix de l'or, le prix des minéraux, la bourse, les trucs, fixer le prix du pétrole, tout ça dans les organisations, c'est l'Afrique qui va maintenant prendre les décisions. Et ils ne seront plus vus comme les pétrodollars. Oui, merci à vous, Roland Kene. Nous avons retenu la quintessence de votre intervention. Monsieur Moukouri, vous nous appelez depuis Douala. Bonsoir à vous, merci et bienvenue sur Afrique Média. On vous écoute. Bonsoir Afrique Média, bonsoir à son excellentissime président Badakani, bonsoir à Bertrand Tatinda et bonsoir à Luther Mika. En fait, je suis vraiment très courageux ce soir quand je vois encore des dirigeants africains dérouler des tapis rouges à ces gens, à ces gars qui n'ont aucun respect pour eux. Quand je vois M. Ouattara dérouler le tapis rouge à Nicolas Sarkozy, vraiment je suis courroucé, je suis vraiment dans tous mes états. Et comme le disait l'un de vos éminents panélistes, que Ouattara était la plus grande catastrophe qui est arrivée à l'humanité. Je comprends maintenant vraiment là où ce monsieur vraiment disait cela. Maintenant, je reviens quand même au Cameroun. Vraiment, lorsqu'on voit quand même les actes que le président Biya pose, vraiment, à un moment, on peut se dire,
On ne bataille pas pour rien. Afrique Média ne travaille pas pour rien. Malheureusement, j'ai l'impression que nous avons perdu notre téléspectateur. C'était bien M. Moukouri qui nous appelait de Douala. Monsieur Zerfel, vous êtes là déjà, vous êtes à l'antenne d'Afrique Média et vous voulez également participer. Eh bien, allez-y simplement, vous êtes déjà à l'antenne. Fred, bonsoir à vos invités, bonsoir à tout le monde, bonsoir au directeur d'Afrique Média, sans oublier les techniciens. Moi, je ne serai pas long, c'est pour dire 2 mots seulement. Parce que je veux interpeller mon frère Soa, qui est au Ghana. Parce que chaque fois qu'il appelle, il parle de l'union. Ouais, on sait que l'union, c'est une bonne chose. On veut être dans l'union. Mais il faut être dans l'union avec des gens qui sont prêts à faire cette union. Regarde un peu, Soa, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Le monsieur n'a pas été élu. Et il y a des présidents qui sont venus à son invitation. Et chaque fois qu'il parle de l'union, on va faire l'union avec qui? Les gens qui veulent se positionner devant les Français, qui pourraient être comment dirais-je, leur sous-préfet. Mais il faut qu'on arrête un peu. Parce qu'il faut chercher à récupérer ton pays, que de parler de l'union, de protéger des individus qui ne sont pas prêts pour toi. Il faut qu'on arrête. Et puis, pour sortir de là, je vais dire merci au ministre des Jeux centrafricains qui était venu hier, il n'a pas fait attention, parce qu'il était occupé. Mais voici des gens qu'on peut voir sur les plateaux d'Afrique Média. Parce qu'il n'a pas peur. Il sait que ce qu'il va dire au peuple africain, c'est intéressant. Donc, quand on les appelle, ce n'est pas parce qu'on l'a nommé qu'il va rester dans les bureaux et s'engouffrer là pour faire les affaires des Européens. Il est venu pour dire quelque chose de clair et propre. Et tout le monde l'attend. Et c'est ça qu'on veut voir. Tous les ministres qu'on nomme aujourd'hui. Mais ils ont peur de venir sur le bureau d'Afrique Média. Parce que quand ils vont venir, nous on sera prêts pour les interroger. Voici la question. C'est pourquoi ils ont eu peur de vous. Sinon, Afrique Média, c'est une télévision, elle est là pour tout le monde. Mais pourquoi vous avez peur? Venez pour expliquer les choses. Pourquoi vous êtes élu et nommé? Vous n'avez pas été élu, mais vous êtes nommé. Pourquoi on vous a mis là? Pour donner un peu d'éclairage aux citoyens. C'est tellement simple. Merci Fred et bon week-end. Merci. Bon week-end à vous, cher ami. Bon week-end à vous. Jean nous appelle depuis Chicago. Jean, bonsoir. Allez-y, vous êtes déjà à l'antenne. Bonjour. Aux invités, sans exception. Badakani en particulier, mon frère et notre frère de que Dieu vous bénisse. Moi, je veux d'abord l'aspect du fait que le Cameroun a fait le ministre pour les mines. Merci de travailler le travail que les médias. Il y a certains qui disent qu'on bavard seulement. Il faut bavarder pour que ceux qui sont au poste de défense, ceux qui sont au poste de travail, tiennent compte de ce que nous disons, travailler et avancer nos pays. Donc, merci, soyez vigilants. Le pays a été avec. Maintenant, la Côte d'Ivoire, comme je l'avais dit avant, je m'en vais dire aux Ivoiriens d'avoir le cœur beau. Il y a un Dieu qui existe. Dieu de justice. Les sangs des Ivoiriens qui sont et ces clics crient justice. C'est Dieu. Et ils seront écoutés. C'est la loi de la nature. Concernant les fabriques, ouais, comme on le disait depuis longtemps, mon enfant viendra connaître la France. La France est un pays lucifère, du mal, mensonge. Et les gens continuent de croire à ces mensonges-là. Mais elle va échouer, la France. Elle va payer tout le prix. C'est vrai ce que je vous dis. Rien ne se crée, rien ne se fait, tout se transforme. Celui que tu vas récolter, la France va récolter tout ce qu'elle sème en Afrique. Parce que les vies humaines qu'elle sème en Afrique, elles appartiennent à Dieu aussi.
vraiment du courage pour vous, vous qui êtes au front sur les antennes, du courage pour vous, et je vous éclaire davantage pour vraiment donner la force à la jeunesse africaine. On battre contre les impérialistes. Et nous allons gagner. On n'a pas les armes de dissuasion, nous avons l'âme puissante, la parole. Annonçons-la. Nous sommes en guerre. N'oublions pas cela, la vigilance nous dit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mon cher ami Bertrand Tatinda. Nous revenons donc sur ce processus de paix en Centrafrique, que ce soit sur le plan diplomatique et même sur le plan militaire. Parce que des éléments de nos forces de sécurité et de défense, c'est-à-dire que des militaires camerounais les plus aguerris à ce qu'on appelle les combats de forêt, formés par le brillant colonel Yunga, que je profite pour saluer avec beaucoup de respect, sont en Centrafrique. Et lors de la cérémonie de départ, le ministre de la Défense a été clair. Il a dit, comportez-vous là-bas avec sérieux et responsabilité. La haute hiérarchie ne va tolérer aucun écart de comportement. Absolument. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est pour dire que quand il faudra prendre vos responsabilités de commando de guerre, on vous dira de prendre vos responsabilités. Quand il faudra véritablement entraîner, participer à la formation des soldats centrafricains, il faudra y participer. Mais ne vous livrez jamais à une forme de collusion, de concussion, de relation diabolique avec les voyous. Parce qu'en Centrafrique, on sait qui sont les voyous et où est la légalité. Donc c'était une mise en garde pour les soldats camerounais. Or, Dieu merci, depuis que les soldats camerounais sont en Centrafrique, pour participer, aider ce pays frère à rétablir sa souveraineté et sa paix, pas un jour, un militaire camerounais n'a été accusé en quelque sorte d'une exaction. Je salue ces brillants soldats qui font honneur à notre vert rouge. Mais sauf que l'histoire de la Centrafrique, c'est une histoire assez amusante. C'est un pays qui aura 2 déclarations d'indépendance. Boganda fera une déclaration d'indépendance le 23 mars 1959. Il sera liquidé dans un accident d'avion. Dako fera une déclaration d'indépendance le 13 avril 1960. Vous y comprenez quelque chose? Vous voyez ce que la France fait à pays africain? 2 déclarations d'indépendance. Boganda réaffirme son panafricanisme, son nationalisme. Il demande à ce que la Centrafrique aille rapidement à l'indépendance. Et qui était Dako? Dako était un de ses ministres. Et la France va toujours fonctionner comme ça. On aura le même coup au Cameroun. C'est-à-dire le président Aïdjo, c'était le ministre de l'Intérieur de M. André-Marie Mbida. Comment on va faire? On va manœuvrer. Il va se retrouver en train à l'Assemblée nationale, l'Assemblée territoriale camerounaise, en fait, de faire tomber le gouvernement d'André-Marie Mbida. La France a toujours fonctionné comme ça. Dako arrive au pouvoir. Dako partira du pouvoir. Pour qui? Pour M. Bokassa. Il n'y a jamais un homme politique centrafricain qui a compris que la politique pouvait se faire d'abord par des idées et par un programme et qui va s'appuyer sur son peuple. Faut dire que moi, je mets aussi un virage quand on va faire tomber Patassé. Pourquoi je mets un virage quand on fait tomber Patassé? Parce qu'avant d'aller à l'élection qui va amener M. Patassé au pouvoir, on va faire ce qu'on appelle un vrai dialogue de réconciliation. Toutes les têtes fortes de la Centrafrique vont participer à ce dialogue. On va aller ce qu'on va appeler une unité d'action dans la règle, dans les règles, dans la démarche. Tout le monde va accepter. Patassé va gagner l'élection. Il va être renversé par M. Bozizé. Un certain leadership au sein de la CEMAC va soutenir Bozizé dans cette crapulerie. Il faut le dire. Nous allons y revenir. Et il faut le dire, il faut le dire. Il faut le dire. Un certain leadership au sein de la CEMAC va soutenir Bozizé. Ce même leadership dans la CEMAC va soutenir Dr Dia. Donc, si au sein de la CEMAC, nous sommes combien au sein de la CEMAC? 6, 7 États, M. Meka, nous sommes 7 États, je crois, au sein de la CEMAC. Mais on en est encore à ces histoires-là, où le jour, dans des réunions de chefs d'État, tout le monde affirme son amour, le sérieux, mais ça, on n'y gagne pas en confiance. C'est pas sérieux, nous on le dit. C'est pas sérieux. Et à partir de là,
ça va être donner un blanc-seing à tous les hommes politiques de Centrafrique que on peut arriver au pouvoir en prenant... Je serai en politique en Centrafrique. Pourquoi vous voulez que moi je souffre? Que j'ai une idéologie. Je fais maison par maison. J'essaye de convaincre. J'ai été aux élections locales au Cameroun, à Douala. Hein. Entre parler sur un plateau de télévision, sur Facebook, et être sur le terrain pour convaincre un Camerounais d'arracher son suffrage, il y a un océan d'écart. Donc tout le monde va véritablement comprendre que cette histoire-là, c'est au plus fort, c'est même dans certains types de relations mafieuses au sein de la SEMA qui peut vous porter. Pendant qu'on criait, tous les accords vont être violés. Il y aura l'accord de Brazzaville qui sera violé. Il va avoir l'accord de Libreville, violé. On ira au Kenya. On ira, comment je vais dire qu'il y aura même l'accord de Rome. Tous les accords qu'on va faire en Centrafrique vont être violés. Moi, je l'ai toujours dit que si les gens ne veulent pas croire que la situation en Centrafrique passe par le militaire, moi, je ne débattrai plus jamais. Je vous ai dit qu'il n'y a pas d'antinomie et de contradiction entre des négociations de paix et des militaires qui font le travail. Avant que Hitler ne fasse reddition, il y avait déjà des négociations entre les chefs nazis et les chefs militaires des Alliés. C'est-à-dire, il y avait déjà les Göring. Les Göring discutaient déjà avec les chefs d'État des militaires américains alliés. Ils savaient qu'ils ne pouvaient plus. Quand on mettra 2 bombes atomiques au Japon, ils vont voir le rapport de force. Ils vont comprendre qu'ici, d'ailleurs, il y avait des factions au sein de l'armée de Hitler. Donc, il y avait des négociations diplomatiques et l'armée rouge faisait son travail. Je vais plus loin. L'accord de Khartoum. J'étais l'un des seuls à dire que ça ne donnera rien. Absolument rien. Khartoum. Khartoum, c'est le lieu où on recrute toute la crapulerie qui ensanglante l'Afrique. Mais pourquoi vous ne le dites pas? Ces groupes rebelles qui consommaient le FPRC, le NPC, l'UPC, le 3R, le FDPC, ces bandits, ces criminels, ils recrutent où? Ils recrutent à Khartoum. Vous allez signer quoi à Khartoum? L'État même Khartoum est un État mafieux. Mafieux. On peut signer un accord chez le mafieux. Le président Banda va le dire. Dans la mafia, on ne parle pas. On vous dit quand on vous arrête, taisez-vous. On sécurise madame, on sécurise les enfants. Et on sécurise votre trafic de drogue et vos avoirs. Et comme on a les moyens financiers, on va acheter la justice. Vous allez sortir. C'est pour ça que les mafieux, quand ils sont les procès des mafieux, l'avocat fait toutes les plaidoiries du monde. Le mafieux se tait. Parce qu'on ne sort pas de la mafia. Tu peux dire que vraiment, mafia, vraiment, j'ai tant donné, vraiment, je prends ma retraite, laissez-moi. Parce que tu as vu les crimes, tu connais les noms, tu connais les filières. On ne sort pas, mais on ne parle pas. Donc, quand on va aller à Khartoum, qu'est-ce qu'on partait négocier à Khartoum alors que Khartoum alimente en hommes, alimente en mafia, alimente en ravitaillement sur le plan militaire, en fait, toute cette mafia. Qu'est-ce qu'on nous... On m'expliquait que non, cette fois-ci, la Russie mettra les moyens. La Russie mettra... excusez-moi, la Russie n'y a mis aucun moyen parce que l'accord demandait au groupe rebelle de désarmer, de créer ce qu'on va appeler un DDR. Et on demandera au président Touadéra en quelque sorte de les intégrer au gouvernement. Sauf que le président Touadéra va faire sa part. À son corps défendant, lui, il est démocratiquement élu. Il va faire rentrer des ministres de la rébellion. La rébellion va estimer que les postes ministériels, là, c'est petit. Vous nous donnez le ministère des Transports, c'est quoi? On s'en fout. On veut les finances. On fera un deuxième gouvernement. On mettra la rébellion. C'est un message pour quelqu'un qui a décidé, lui, de faire la politique en vendant un projet, en allant à gagnant son élection. Regardez ce qu'on exige sur ce qu'on appelle accord de paix. Moi, j'aurais été dans le gouvernement de M. Touadéra, j'aurais démissionné. Il ne s'agit pas ici de dire aux Centrafricains qu'ils ne doivent pas se parler. Il s'agit aussi de dire aux Centrafricains qu'il y a des comportements qui ne sont plus acceptables. Tu veux la guerre? On te donne la guerre. Tu veux la guerre, on te donne la guerre. Pourquoi? Parce que dans ces groupes rebelles-là, il y a certains qui ont marre. Mais à partir du moment où on leur dit que tu te déplaces pour aller négocier à Bangui, ça devient un problème avec nous. Ben, il faut à un moment donné faire même aussi un tri au sein de ce qu'on va appeler la coalition des crapules, des bandits. Donc cela ne va rien donner. Autre chose, il n'y aura aucun agenda sur la négociation. Les groupes rebelles vont arriver à Khartoum, ils vont faire une surenchère, en quelque sorte de proposition. Mais est-ce que l'État centrafricain avait les moyens? Même dans ce DDR-là, il aurait fallu mettre une instance pour le contrôle des DDR. C'est pour ça que j'avais dit à la Russie que, impliquez-vous. Mais est-ce que finalement, dans toutes ces évolutions-là, est-ce que celui qui a tiré le plus grand parti, ce n'est pas le président Touadéra, dans la mesure où il a démontré sa bonne foi
et que les autres n'étaient pas sincères. Mais je vous dis qu'il a tellement bien démontré sa bonne foi qu'à la limite, il n'a pas gouverné. Le président Touadéra a passé 5 ans dans la négociation. 5 ans dans la recherche de la paix. Mais est-ce que ce n'est pas ce gain politique-là que les autres redoutent aujourd'hui? Ce gain politique qui devrait s'affirmer dans les yeux. Je vais en même temps vous dire que si on n'accompagne pas le président Touadéra, on le laisse dans cette négociation-là et qu'on ne l'accompagne pas sur le militaire, je vous donne une hérésie la plus idiote. Comment on peut demander au président Touadéra de pacifier le pays alors que lui passe 5 ans dans les négociations et on maintient l'embargo? On maintient l'embargo. Mais que les pays africains se révoltent. L'accord de Khartoum était parrainé par l'Union africaine. Vous avez vu ça? On demande à un État internationalement reconnu, un président légitime, légal, sérieux, honnête, qui négocie. On lui dit, va dans les négociations de paix. Il se fait harakiri de prendre les plus grands violeurs de la Centrafrique et mettre dans le gouvernement. Il dit, ça ne nous intéresse pas, on veut des postes régaliens. On en nomme des ministres régaliens. Jusque-là, ils disent que ça ne nous intéresse pas. Et pendant ce temps, on ne l'accompagne pas de façon forte sur le plan militaire. Et dit que, ici, là, c'est la guerre. Pourquoi vous avez peur de la guerre? Il y a mon petit frère d'Asie, il s'appelle qui appelle tout le temps. Il appelle d'Asie. Jamal. Ben, il vous explique qu'en Asie, c'est la guerre. C'est-à-dire, l'Asie s'est constituée sur la guerre. Et sérieux par la guerre. C'est pour ça que moi, je vous ai dit que, est-ce que ce n'est pas une guerre qui doit mettre fin à cette mondialisation? Parce que voilà les effets de notre mondialisation. C'est une forme de mondialisation. Les gens vous disent que c'est la mondialisation. Les gens vous disent qu'on ne peut pas véritablement s'économiser de ces histoires de rébellion-là. Il faut s'accommoder à cette histoire-là. Mais pourquoi vous ne croyez pas qu'une guerre, sur le plan militaire, diplomatique, même économique, peut liquider cette histoire-là et on aboutit à un nouveau monde? Il faut penser à un nouveau monde est possible. C'est un peu sérieux. Donc cette histoire-là, enfin, il y a eu ce qu'on va appeler les négociations en position de faiblesse. Comment vous pouvez aller négocier? Vous contrôlez à peine 10% de votre territoire. Tout le monde le sait. Ça fait que quand ils vont à Khartoum, mais les groupes rebelles ont 90% du territoire et surtout les zones diamantaires, les zones où il y a de l'or. Donc le chef rebelle était, comment je vais dire, c'est lui qui dictait la négociation à Khartoum. Et on avait un président légal qui avait la Russie, qui avait l'Union africaine, qui n'essayait pas de dire et de mettre dans les accords qu'au cas où vous, les chefs rebelles, vous ne respectez pas vos engagements, qu'est-ce qu'on fait? L'accord est muet. Les gens ne veulent pas mourir en Centrafrique. Les enfants centrafricains ne veulent pas mourir. Quant à Bozizé, Bozizé était aide de camp de M. Mbokassa. C'est-à-dire c'était le vigile. Un aide de camp, c'est un vigile. Vous croyez que M. Bozizé peut concevoir sa vie? Parce que c'est comme le président Banda le dit souvent, ce sont les interlocuteurs que la France vous fabrique. Monsieur Dako, c'est un instituteur. C'est-à-dire qu'on le prend en pyjama, on le jette sur la scène politique avec les opérations Barracuda d'un voyou qui est décédé dernièrement. On le jette sur la scène politique et donc monsieur Bozizé. Dans les archives nous font voir que il manquait de leadership. Il n'a été et monsieur Bozizé n'est que, comme on dit, c'est-à-dire que le Corleone, c'est-à-dire que le vigile de la mafia. Donc même quand il y aura le partage des gains en Centrafrique, il est qui monsieur Bozizé? Il a fallu 3 semaines pour recruter un Dr Dia qui était son sous-ministre, caché au Soudan, c'est-à-dire dans ce pays mafieux qu'on appelle le Soudan, pour le porter et chasser M. Bozizé sur un contrat que les parents ont estimé que comment tu le signes avec la Chine? Et vous voyez un individu comme ça arriver. Question, comment est-il entré en Centrafrique? On nous explique qu'il aura quelques questions à répondre aux juges centrafricains. Mais pourquoi quand il n'est pas arrivé, on n'a pas dit bienvenue monsieur Bozizé? Une cellule très propre vous attend, vous aurez 3 repas par jour, votre santé sera garantie, vous pouvez garder le silence, tout ce que vous allez dire pourra être retenu contre vous. Voilà 3-4 avocats, vous voulez qu'on appelle qui? Votre femme, votre maman ou votre... Mais pourquoi on ne l'a pas fait à monsieur Bozizé? On attend être dans une situation comme ça et moi, je vais vous dire une chose. Vous savez ce qu'il va dire, Bozizé? Je réunis l'opposition centrafricaine. Moi, on n'a pas validé ma candidature, réunissez-vous. Ce n'est pas le RHDP, ce n'est pas comme ça que Paris va construire le RHDP de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que via M. Ouattara et M. Bédier, Paris va les convoquer. Mais cette tentative-là a échoué, on est bien d'accord. Mais non seulement ça a échoué, mais c'est que pour Paris, ça a échoué sur le plan politique. Oui, mais voilà donc maintenant la branche militaire qui rentre en action.
Et les accords de Khartoum sont mieux là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Celui qui ne me dit pas en Centrafrique qu'il faut aller à la guerre, je ne discute plus de lui sur le problème de la Centrafrique. C'est-à-dire qu'il faut aller à la guerre. Et ce n'est pas la guerre de la Centrafrique. Je dis bien, c'est la guerre du Cameroun. Vous voyez, Bozizé, la Centrafrique, l'industrie minière, les mafieux, le 440, arriver à Centrafrique et laisser un pays comme le Cameroun qui trône sur une richesse incommensurable. C'est comme ça qu'on parle de Mobutu, on parle de Tanzanie pour arriver à Kinshasa. Donc nous devons fixer la ligne rouge et dire que véritablement, il faut accompagner le président Touadéra au lendemain de cette élection, faire une modification constitutionnelle pour donner les moyens au président. Voilà une autre idiotie, on n'a pas le temps. Faire une modification pour donner les moyens au président de gouverner. La constitution aujourd'hui en Centrafrique ne permet pas au président Touadéra de gouverner. À la limite, il vient s'agenouiller devant ce qu'on appelle le Parlement. Et un Parlement bricolé et un chef de Parlement généralement instrumentalisé par Paris. Comment vous gagnez l'élection, vous ne gouvernez pas? Donc en Centrafrique, les lames nous en tombent. La Russie doit ça. On ne doit pas me dire la Russie sécurise Bozizé. Vraiment la logistique. Non. Il faut entrer en guerre. Il faut aller en guerre. Parce que c'est clair. C'est-à-dire que des accords qui ne disent pas aussi qu'il faut la guerre. La diplomatie doit jouer son rôle. C'est très bien. On a bien besoin des diplomates. On a aussi bien besoin des militaires. Merci. Merci. Donc, lutter à André Meka, je m'en voudrais de ne pas quand même vous interroger sur cette problématique. On voit très bien, le Cameroun est voisin de la RCA et une contagion est possible. Il y a la semaine dernière, nous discutions même déjà ici de la création d'un mouvement, d'un front, dit-on, de libération du Cameroun. Voilà. Est-ce que ce n'est pas les prémices à ce que nous sommes en train de voir en Centrafrique? Et vous êtes militant du parti au pouvoir au Cameroun. Quel est le regard que vous jetez sur la situation sociopolitique, sur ce frère voisin, avec les risques de contagion évidentes pour le Cameroun? C'est une très bonne question. Et lorsque mon frère parlait tout à l'heure, j'étais en train de sourire. Oui. Je l'ai dit, ils ont commencé par Boko Haram. Le Grand Nord a dit non, c'est pas chez nous. Ils sont venus, parce que Boko Haram, effectivement, c'est la guerre religieuse. Ils ont pris maintenant les identifiants culturels, anglophones, francophones. Les Camerounais sont en train de comprendre que ça ne peut pas marcher. Et il y a un débat de fond. Et le président Bandakane, il peut le dire. On ne connaît pas les anglophones, les francophones. On connaît le Camerounais qui est Bakweri, qui est Banyangi. On ne connaît pas ces identifiants. Et là encore, effectivement, les Camerounais ont dit non. Et les Camerounais ont dit non de la manière la plus sophistiquée possible, en barrant leur évolution et en demandant à ce que l'État camerounais puisse agir. Et je peux vous dire aujourd'hui que le président Paul Biya est un visionnaire. Parce que l'armée, le BI qui a été créé il y a plusieurs années, a été critiqué auprès des Camerounais. Chacun disait comment on peut encore créer une unité d'élite. Ils sont Les statuts de cette nouvelle société sont en attente et viendront fixer son capital ainsi que les modalités de participation au dit capital. Il faut dire que cette société, placée sous la tutelle du ministère en charge des mines, est créée dans un contexte où l'exploitation minière est problématique au Cameroun. Ici, Daniel Sophie pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.